Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et cette semaine, on va se syndiquer, si, on vous explique tout dans cette nouvelle émission. Comment ça va Sophie? Eh ben écoute, ça va très bien, un peu froidement, mais on fait avec. Donc, en plus, cette semaine, j'ai envie de vous faire voyager un petit peu dans des coins qui sont assez chauds, donc on va essayer de se réchauffer de cette manière, voilà. Eh bien écoute, avec grand plaisir. On part en Australie, c'est ça? Oui, du côté de la Nouvelle-Zélande, plutôt. Et moi, de mon côté, on va rester dans la chaleur, aussi bien en France que dans l'actualité, parce qu'on va parler de syndicalisme. Ça peut peut-être vous surprendre si vous écoutez cet épisode, et pourtant, il y a des gens qui travaillent à la protection, à la conservation des oiseaux, et pas d'ailleurs que pour les oiseaux, pour l'environnement en général. Et ces gens-là ont besoin d'avoir de bonnes conditions de travail. Et on va avoir l'occasion de parler de la National Audubon Society. On l'a déjà évoqué. Encore une fois, mais cette fois-ci, on va l'évoquer par le prisme du syndicat. Mais on va commencer d'abord à partir en Nouvelle-Zélande à la rencontre, même pas à la rencontre, le retour exactement. du Moa. Presque, parce que bon, le Moa s'est éteint, enfin, les espèces de Moa qui étaient sur place en Nouvelle-Zélande se sont éteintes à l'arrivée notamment des humains, 15e siècle plus ou moins. Une équipe de chercheurs s'est encore intéressée aux Moa parce que c'est toujours un sujet qui ma foi attire pas mal, parce que finalement ils étaient avec nous il y a pas si longtemps que ça. Et cette fois-ci, c'est l'université d'Adélaïde qui s'est intéressée au sujet et qui a essayé de chercher les zones refuges dans lesquelles les Moas de Nouvelle-Zélande s'étaient réfugiés lorsque les humains ont commencé à occuper leur territoire et aller chasser des endroits où ils avaient l'habitude de se balader. Et donc il y a ces zones refuges en Nouvelle-Zélande qui sont généralement assez loin des zones que l'humain a colonisées, donc c'est plus dans les montagnes, dans des sortes de cavernes, enfin bref, dans des endroits qui sont assez reculés sur la Nouvelle-Zélande. Dans ces zones refuges-là, on peut encore trouver de nos jours des restes. Alors c'est pas des restes fossiles, ça va être des restes momifiés, on va avoir des os encore, des choses qui sont quand même assez proches, 15e siècle, c'est pas si loin que ça. Donc on va retrouver des restes de ces oiseaux-là qui sont tout à fait comme on pourrait retrouver des ossements de gens du Moyen-Âge. C'est pas si loin, c'est pas des fossiles. Et en regardant toutes ces zones refuges, en fait, ils ont essayé de faire la comparaison avec ce qui se passait actuellement chez les oiseaux modernes. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en Nouvelle-Zélande, on a des oiseaux qui, pareil, ne volent pas, encore une fois, il y a quand même pas mal de choses. Les kiwis, on en a parlé il y a pas si longtemps d'ailleurs, tiens. Absolument. Et les Moas encore plus proches, puisque c'est le 70e épisode de l'émission. Attention, mais t'as les chiffres en tête, c'est incroyable. Je viens de checker mon téléphone. C'est pour ça. Non mais ça, faut pas le dire. Il n'y a plus de magie, les gens savent comment on fait les émissions, ils savent qu'on enregistre à l'avance, ils savent qu'on n'enregistre pas au même endroit. Mais tout de suite, là, franchement... La magie, c'est celle des oiseaux, voyons. Ah là là. Enfin bref, du coup, donc, le kiwi dont on a parlé il y a pas si longtemps, est l'un des oiseaux qui ne volent pas, je sais pas si vous le saviez, mais ça ne vole pas, un kiwi. Ça court très bien, mais ça ne vole pas. Et le kiwi, comme certains autres oiseaux qui ne volent pas, malheureusement voit ces territoires et ces zones, normalement de reproduction et autres, être petit à petit grignotés par l'humain, comme la majorité des espèces actuelles. On s'étend de plus en plus sur l'environnement naturel en tant qu'humain, et du coup, il commence à occuper ce qu'on appelle des zones refuges, et ces zones refuges que ces oiseaux-là occupent en Nouvelle-Zélande, ils correspondent étrangement aux zones refuges qu'avaient occupées les Moas à l'époque, lorsqu'ils ont commencé à se faire chasser par l'homme. Incroyable. Donc c'est assez amusant en fait, enfin amusant d'une certaine manière évidemment, mais c'est très intéressant en tout cas de voir
cette corrélation entre ce qui s'est produit au XVe siècle avec les moas et ce qui se produit aujourd'hui avec les espèces actuelles d'oiseaux qui sont non volantes en Nouvelle-Zélande. Donc on a vraiment on peut superposer quasiment les deux cartes, entre ce que faisaient les oiseaux à l'époque et ce qu'ils font aujourd'hui, même si c'est pas les mêmes espèces, ils utilisent exactement les mêmes lieux. Est-ce qu'on a justement ces espèces? Je pense qu'il doit y avoir du kiwi dans le lot, mais est-ce qu'on a d'autres espèces d'oiseaux? Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais le takahe. Ah, le takahe, oui. Voilà. Le weka et donc le kiwi, comme on a dit. Et il semblerait que pour les populations de kakapo qu'on a sur les îles principales, eh bien c'est un peu plus ou moins les endroits où on aurait retrouvé donc des kakapos. C'est des zones qui seraient assez similaires à ces refuges dans lesquels les moas ont pu se réfugier à l'époque aussi. Voilà. Donc sur les îles où les kakapos sont actuellement ou par le passé, lorsqu'on a retrouvé les kakapos, ouais. Okay. Lorsqu'on avait quelques populations de kakapos qui étaient restantes, c'était des zones refuges aussi, et c'était des zones qui ressemblaient beaucoup à ces zones que les oiseaux colonisent actuellement. Et alors c'est des zones où normalement ils sont pas, c'est pas leur aire de répartition normale en quelque sorte. C'est pas vraiment un lieu un peu ouvert, c'est pas un lieu qui va correspondre à leur mode de vie habituel, c'est vraiment une zone refuge, c'est un endroit où ils sont repoussés parce que ils ont pas trop le choix, ils peuvent pas aller vivre ailleurs. Donc c'est un peu le problème. Incroyable. C'est pas des habitats qui sont optimum pour ces espèces-là, si vous voulez. Incroyable. Voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a une limite à ces zones refuges? Parce que je suppose que lorsque les zones refuges sont, entre guillemets, de plus en plus restreintes, les oiseaux ont de moins en moins d'échappatoires pour pousser, pour explorer ou en tout cas pour s'échapper. Est-ce que ces zones refuges, parce que là on parle d'oiseaux qui ne volent pas, mais est-ce qu'on a ces zones refuges pour des oiseaux qui volent, par exemple? Alors pour l'instant ils n'ont pas étudié ça, ils ont étudié juste pour les oiseaux qui ne volent pas, sachant qu'évidemment ils ont un gros problème comparé aux espèces qui volent, c'est qu'ils peuvent pas vraiment se déplacer aussi facilement que leurs cousins qui peuvent utiliser leurs deux ailes. Donc ça restreint vraiment les possibilités pour eux. Ce qui est un gros problème en fait, parce que là, ce qu'il disait dans l'article, et ce qui est assez intéressant, c'est que les zones refuges donc qu'ils vont utiliser vont être de plus en plus éloignées donc des villes évidemment, mais surtout c'est des zones qui vont être de plus en plus inhospitalières en fait pour ces espèces-là, c'est-à-dire qu'ils vont être repoussés vers les endroits les plus froids de l'île, de la Nouvelle-Zélande en l'occurrence, et des endroits qui sont plus ou moins en hauteur mais qui correspondent pas du tout à leur habitat de base, qui sont pas des lieux où ils peuvent trouver facilement leur nourriture, qui sont pas des lieux desquels ils peuvent partir facilement, vu que finalement ces zones sont de plus en plus restreintes, de plus en plus petites, ils peuvent pas en sortir sous peine d'arriver un peu trop proche de l'humain, et c'est pas exactement ce qu'ils veulent, souvent c'est des animaux qui vivent pas forcément très proches de l'homme, parce que voilà, c'est pas dans leurs habitudes, ça va les déranger, enfin on sait que beaucoup d'espèces d'ailleurs sont perturbées par la présence de l'humain d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le bruit, par ce qu'on fait en tant qu'activité, la pollution, etc. Donc ils n'ont pas intérêt à venir proche de nous, donc ils vont être repoussés de plus en plus vers ces petits lieux qui vont se restreindre de plus en plus et qui vont être de moins en moins accueillants pour ces bestioles-là. Merci pour ce sujet, du coup, qui démarre l'émission calmement, j'ai envie de dire. C'est un peu triste aussi, mais bon. C'est vrai. C'était la petite news de la semaine, c'est pas énorme, mais du coup, toi, tu vas nous parler de quelque chose qui agite les foules, c'est ça? De quelque chose qui agite les foules, alors surtout aux États-Unis, parce qu'en France on n'en a pas entendu parler. C'est du coup les salariés de la National Audubon Society qui se mettent en grève.
Alors on a déjà parlé de la National Audubon Society, on vous a jamais trop expliqué ce que c'était en réalité. C'est un organisme à but non lucratif, il a été fondé en 1905 et son objectif c'est de protéger l'environnement, de réaliser des programmes de conservation, de réintroduction, du suivi scientifique. Le dernier en date est la restauration du golfe du Nouveau-Mexique et également de la Louisiane. Donc ça ce sont les deux gros projets sur lesquels travaille la National Audubon Society depuis 2021 et 2023, mais bien évidemment, on a d'autres projets qui ont lieu en même temps. Si on devrait avoir un comparatif avec ce qu'on a en France, ce serait l'équivalent de la Ligue de protection des oiseaux. Elle coordonne aussi des éléments de sciences participatives. Hein. On a parlé du Christmas Bird Count. Peut-être que vous vous rappelez de cet épisode où on parlait d'Elizabeth Kerr, hein, une ornithologue sud-américaine. Eh bien, on avait parlé notamment de Monsieur Chapman, qui était grosso modo la personne qui engageait Elizabeth Kerr. Et cette personne était l'inventeur du Christmas Bird Count. Eh bien, c'est la National Audubon Society qui s'en occupe aujourd'hui. La National Audubon Society, c'est 765 employés, c'est 2 millions de membres bénévoles et c'est 152,3 millions de dollars de revenus en 2022. Je rappelle que c'est une organisation à but non lucratif, donc cet argent, il va pour ses programmes de conservation et ses programmes scientifiques, mais aussi dans le salaire de ses employés et assurer le bon fonctionnement de cet organisme. Cependant, en avril 2020, on a eu 100 personnes environ qui ont été licenciées, lors en plus d'un jour particulièrement fatidique puisque c'est le Earth Day. Voilà. Donc très très mouvement d'organiser un licenciement lors d'un jour où on célèbre justement la planète et l'environnement. Et cela a mené à la création d'un syndicat en avril 2021 lié à la Communication Workers of America, qui est en gros le gros syndicat du secteur de la communication et des médias aux États-Unis. Il sera un peu l'équivalent de la CGT, mais vraiment dans le domaine justement de la communication et des médias. Et la création de ce syndicat, elle a poursuivi justement son travail. Et son travail, il a mené à une grève le 9 août 2024 après plusieurs tentatives de négociation, notamment avec le comité d'administration. Alors, avant de revenir un petit peu sur cette grève qui va être finalement le point final, petite remise en perspective de ce qui se passe de mal à la Audubon Society et vous allez comprendre effectivement pourquoi les salariés se sont mis en grève. Tout d'abord, je vais parler d'une plainte qui a été déposée le 8 juin 2024, donc c'est tout récent, toujours à la Communication Workers of America, donc cet équivalent de la CGT. Une plainte qui avait été déposée auprès de BirdLife International, donc c'est l'organisme qui régit toutes les associations ornithologiques et même un peu environnementales du monde. Hein. La France c'est BirdLife French, la RSPB c'est BirdLife England, ce genre de choses là. Donc voilà, BirdLife International c'est la grande entité qui gère tout ça. Et cette plainte, elle a été déposée donc ce 8 juin 2024 et grosso modo, on a remarqué que pendant plus de 2 ans, la Audubon Society a violé le droit du travail fédéral à 4 reprises. Ce qui est déjà énorme. Alors, qu'est-ce qui a été violé ? Le fait de refuser des négociations sur les salaires minimums, mais aussi de refuser des avantages qui étaient accordés au personnel qui était non représenté dans le syndicat. Concrètement, si vous faisiez partie du syndicat, vous aviez moins de droits, et d'ailleurs c'est toujours le cas, vous avez moins de droits que des personnes qui ne sont pas syndiquées. Ça peut paraître fou quand on y pense, mais aux États-Unis, c'est une pratique qui est assez courante. Alors ça c'est on va dire la base de ce propos.
Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail sur concrètement ce qui est reproché à la Audubon Society, parce qu'on parle de violation du droit de travail, mais ça va un petit peu plus loin. En 2023, il y a Roderick Leary, qui est data scientist à la Audubon Society, qui donnait une interview pour Discourse, qui est un blog que vous pouvez lire. On vous donnera plein de liens dans la description et même des documents que j'évoquerai pas pour éviter que ce soit trop lourd. Si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est hyper intéressant, même si on s'éloigne un petit peu du côté traditionnel de l'ornithologie tel qu'on a l'habitude de le présenter dans le courrier de la Stern. Donc en 2023, donc à peu près un an et demi après la création de ce syndicat, Roderick Leary donnait une interview et il disait que tout ce qui était question non financière, donc tout ce qui était aspect procéduraux, c'était des choses qui étaient partiellement réglés. Par contre, les points où ça bloquait, c'est-à-dire la rémunération, les soins à la santé, les congés familiaux et les politiques aussi en matière de licenciement potentiel, sont encore très opaques, très floues, et c'est donc des choses sur lesquelles ces gens voulaient justement discuter. Et puis il y avait aussi la volonté de favoriser un lieu de travail qui puisse être un lieu de travail qui puisse accueillir beaucoup plus de personnes que juste, on va dire, beaucoup plus de minorités. Voilà. Et donc ils ont lancé un audit en 2020. Et alors on revient un petit peu dans le temps, mais en 2020, il y a un audit qui est lancé qui concerne donc 121 personnes, des femmes, des personnes de couleur, des membres de la communauté LGBT, des personnes handicapées, des professionnels également en début de carrière qui ont participé à cette enquête. Et cette enquête, elle a déterminé que 66% des personnes interrogées, donc les 2/3, ont reconnu qu'Audubon ne créait pas un environnement dans lequel une personne diversifiée pouvait s'épanouir, et que 40% d'entre elles avaient déclaré avoir vu des membres de l'équipe ou des supérieurs bloqués, dépriorisés ou ignorés. Ce sont des citations que je fais, les efforts visant à promouvoir l'équité et évidemment l'inclusion. Donc cette enquête, elle a été missionnée. Ça a mené à la démission de 2 hauts responsables de la diversité et de l'inclusion. Ça a mené également au licenciement de David Yarnold, qui était le président de la Audubon Society depuis 2010 en 2021. Et ça a également fait sauter la vice-présidente des ressources humaines jusqu'en septembre 2021, Chermia Hoffner. Et donc, il y a eu des discussions qui ont été réalisées, il y a des choses qui ont été prises en considération pour améliorer tout ça. Cependant, en 2023, le Bird Union revient avec un autre papier qui cette fois-ci parle des inégalités salariales, et les inégalités salariales sont en moyenne de 13% pour les femmes et de 16% pour les femmes qui sont dites BIPOC, c'est-à-dire afrodescendantes. Voilà. Donc toute personne entre guillemets non blanche. Donc il y a une disparité au niveau des salaires, et c'est quelque chose justement le Bird Union voulait effectivement travailler. Et puis autre chose qui est assez intéressant, il y a donc cette négociation des contrats, cette revalorisation annuelle également qui est citée, c'est le fait que le syndicat constitue aujourd'hui 1/3 des forces vives de la Audubon Society. 250 personnes, on tourne entre 250 et 260 personnes qui sont syndiquées dans l'association, ce qui est quand même absolument gigantesque. Cependant, on a quand même des gens qui sont partis parce que justement les conditions de travail n'étaient pas bonnes. Ces gens qui sont partis sont parfois partis ailleurs, donc dans d'autres institutions pour prêter leurs services. Et ça, c'est un véritable problème parce que lorsque on perd des forces vives en présence, on ne peut plus piloter correctement certains programmes, on ne peut plus faire en sorte que certains suivis soient gérés, on peut plus faire en sorte de compter sur l'expérience de quelqu'un pour mener à bien un projet, et donc la place de la Audubon Society, qui se voulait en 2022 comme étant la première force vive au niveau de l'environnement aux États-Unis, s'érode petit à petit. D'autant que, il y a beaucoup de d'autant dans ma prise de parole, d'autant que la Audubon Society est en train progressivement de changer de nom.
Jean-Jacques Audubon, outre le fait d'être un menteur et un plagieur, on en a parlé dans une précédente émission, on vous invite à aller l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, parce que l'histoire est assez fantastique, c'est quelqu'un qui est accusé de racisme notamment. Et certaines personnes, et des personnes parfois très haut placées dans la Audubon Society, ne veulent plus être associées à ce genre de personnes. Et donc on a des noms qui ont été proposés par diverses associations locales. Quand je dis locales, c'est à l'image d'un État, hein. On ne parle pas forcément de département, on est plus au niveau de l'État, pour justement changer le nom. Donc il y a tout ça qui est remis effectivement en ligne de considération. Il y a des paroles qui ont été portées au comité d'administration demandant une augmentation annuelle de 4% pour l'ensemble des travailleurs, 12 semaines de congé parental rémunéré. Pour vous donner une petite idée, une personne qui est syndiquée a le droit à 2 semaines de congé payé parental, et je crois que c'est 6 pour une personne qui ne l'est pas. Donc ça montre aussi ces inégalités-là. Et puis, il y a commencé à y avoir des actions qui ont été réalisées. Il y a eu des coupures de courant qui ont été réalisées dans certaines permanences. Il y a la possibilité de discuter aussi avec le public. Le public est un petit peu au courant de ce genre de choses. Mais c'est pas fondamentalement ancré finalement dans tout ce qui va être discussion et communication autour de la Audubon Society aujourd'hui. Vous avez très très peu d'articles qui parlent justement de la syndicalisation de la Audubon Society, ou du moins d'une partie de la Audubon Society, et c'est pour toutes ces raisons que le 9 août dernier, après 2 ans plus de négociations, eh bien, les membres ont décidé de se lancer dans une grève, et on verra ce que cette grève apportera ou pas. Eh ben, quelle histoire. Ah ouais, quelle histoire. J'espère que j'ai été clair, comme je vous l'ai dit, il y aura plein de liens si vous voulez aller plus loin, qui n'ont pas forcément été utilisés. Il y a des témoignages aussi qui vous permettront aussi de rendre compte de la situation de ces travailleurs et de ces travailleuses. Mais voilà, on parle beaucoup de ces enjeux au niveau des conditions de travail. Ça touche également le domaine du naturalisme, le domaine de l'ornithologie. Et je trouvais que c'était un très bon sujet à évoquer pour un épisode du Courrier de la Sterne, même si pour le coup on s'éloigne un petit peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir au niveau des oiseaux, et notamment tout ce qu'on peut évoquer en termes de science et autres. Oui, c'est vrai qu'après c'est important aussi de considérer les gens qui font ce travail finalement. Absolument. Ça sort pas comme ça tout prêt, tout cuit. Il y a toujours du travail derrière qui est fait pour protéger les oiseaux en l'occurrence. Voilà, ça se paye aussi d'une certaine manière. Hein. Oui, et puis c'est des métiers passion, c'est-à-dire que c'est des gens qui font des choses que d'autres personnes rêveraient de faire, et donc forcément ces gens sont prêts à tout, voire peut-être à accepter tout, pour garder leur poste et pour garder justement ce travail, quitte à se détruire la santé et autres. Moi je prends toujours l'exemple du jeu vidéo parce que c'est un exemple que je connais très très bien. On a énormément de personnes aujourd'hui dans le monde du jeu vidéo qui sont touchées par ces conditions de travail, mais parce qu'on travaille dans le domaine du jeu vidéo, parce qu'on travaille sur des jeux prestigieux, des licences prestigieuses, eh ben on ne dit rien, on se tait, on essaye de garder tout ça sur soi, et puis à un moment donné, on n'en peut tout simplement plus. La parole est en train de se libérer depuis 2-3 ans. Alors on parle aux États-Unis, mais pour le cas du jeu vidéo, je ne sais pas ce qu'il en est pour le cas de la Ligue de protection des oiseaux. En tout cas, j'ai aucune information là-dessus. Mais pour le cas du jeu vidéo, on a des boîtes françaises qui ont été mis aussi en demeure concernant ces conditions de travail particulièrement difficiles. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un enjeu fondamental, et il touche aussi les acteurs de l'ornithologie. Et effectivement, t'as raison d'en parler. Les métiers passion, ça fait pas tout. C'est ça, c'est exactement ça. C'était intéressant, je pensais pas. T'en avais déjà parlé de toute façon d'Audubon et de l'histoire liée à cette organisation, mais c'est vrai que je pensais pas qu'il y avait d'aussi gros problèmes dans l'organisation elle-même. Je vous retrouve l'épisode, puisque j'ai toujours ma petite anti-sèche devant moi. Je mets 25 ans à le retrouver. Mais ça me fait penser un peu au scandale, tu sais, justement tu parlais des jeux vidéo, je pensais à Ubisoft,
Eh ben exactement, Ubisoft qui avait été en 2020 épinglé, notamment dans un article de Libération. Pour ses conditions de travail envers justement diverses employés et des têtes extrêmement importantes d'ailleurs d'Ubisoft qui étaient tombées à ce moment-là. Et c'est l'épisode numéro 58 si vous voulez en savoir plus sur la formidable histoire du menteur qu'est Jean-Jacques Audubon. On est en train de défaire une réputation dans ce courrier de la Stern, le pauvre Jean-Jacques Audubon. C'est terrible. Bon, ça dit, c'est quand même quelque chose qui a plus d'importance aux US que par chez nous. Hein. Absolument. Et cela dit... Chez nous, on est plus sur la LPO et ce genre d'organisation. C'est vrai qu'Audubon, on n'est pas trop... Bon, on en entend parler, hein, c'est sûr, mais c'est moins important. Absolument. Cela dit, il mérite qu'on parle de lui parce que justement, il y a des contre-vérités à placer et donc on aura peut-être l'occasion de révoquer encore un petit peu Audubon ou la Audubon Society parce que l'histoire de la création de la Audubon Society est due je crois à 2 femmes. Voilà, on parle encore de femmes oubliées de l'histoire de l'ornithologie et ben je crois qu'on a encore 2 femmes qui sont à la création de la Audubon Society. Eh ben attention, est-ce que ce serait pas un sujet pour un prochain épisode ça? Peut-être, mais en attendant celui-ci se termine. Merci beaucoup Sophie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut te retrouver? Et ben vous me retrouvez comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, Twitter @leplumeux, Instagram @leplumeux aussi, YouTube sur Stop Science, maintenant Entracte Science, et aussi sur Facebook et Entracte Science, voilà. C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Et nous, vous nous retrouvez bien évidemment dans une prochaine émission que vous pourrez retrouver sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. N'hésitez évidemment pas à partager l'émission. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le flux YouTube pour ça. On répondra avec grand plaisir à toutes vos interrogations. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Stern. Salut à tous, salut à toutes! À plus!